comme l'a rappelé Émilie, je suis doctorant rattaché à l'Université de Paris 8 à Saint-Denis et je suis en deuxième année maintenant. Le titre de ma présentation de ma thèse, c'est Les imaginaires politiques de l'animal. Et dans cette thèse, j'essaye de comprendre comment l'animal en tant que concept social est construit, comment est-ce qu'on va le formuler et surtout quelles sont les conséquences qui vont en découler. J'essaye de faire un travail assez analogue à ce qui était fait au préalable avec la race et le genre, c'est-à-dire déconstruire des concepts présentés comme naturels, légitimes, et essayer de voir quels sont les vrais enjeux derrière. Particulièrement, dans ma thèse, je mets énormément l'accent sur l'articulation de la frontière entre l'homme et l'animal, ce que des auteurs anglo-saxons ont appelé le Human-Animal Divide, ou ce que Anne Tessar vient d'appeler le plafond de verre. Pour moi, tout ça, en fait, je pense que j'essaie de montrer au sein de mon travail comment est-ce que cette frontière entre le monde humain et le monde animal est en fait fondamentale et se retrouve tout au long de la structuration de nos sociétés. Ce que je vais essayer donc de faire dans cette présentation aujourd'hui, puisque nous nous plaçons dans un cycle et que le transanimalisme a déjà été discuté, le transhumanisme, pardon, a déjà été discuté, et on a déjà eu l'occasion de discuter comment est-ce que ces nouvelles biotechnologies affectent l'humain. Il est donc, je pense que maintenant c'est un bon moment afin de discuter comment est-ce que l'animal est affecté par ces biotechnologies. Et alors, je voudrais donc discuter, grâce à mon travail, ce que les imaginaires politiques révèlent du transanimalisme. Donc, on va poser une série de questions, entre autres, quels sont les imaginaires qui ont permis le développement du transanimalisme tel qu'il est aujourd'hui, comment, dans le sens inverse, comment les biotechnologies transforment les définitions de l'animal et ses imaginaires, et surtout, comment, à nouveau, cette frontière humain-animal est affectée. Donc, tout d'abord, avant de pouvoir vraiment discuter de cette frontière entre le monde humain et animal, il revient de venir un peu sur les termes. Et donc, comment est-ce qu'on peut comprendre l'animal? Comme vous avez pu le comprendre, c'est l'un des points centraux de mon travail. Et est-ce qu'on peut vraiment comprendre l'animal de façon aussi instinctive qu'il n'y paraît? Euh, je défends la position que non, c'est même un fondement de mon travail. Je pense qu'il n'est pas possible de réduire l'animal simplement à une définition biologique qu'on pourrait saisir de la sorte. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai essayé d'exprimer ce triptyque avec ces trois images entre un passé très lointain, un passé plus moderne et une vision potentielle du futur. Et à travers ces trois images, donc trois compréhensions de l'animal, ici exprimées donc bien avec ce A majuscule et ce singulier qui s'exprime. Et dans ce cas-là, en fait, ce que je veux montrer, c'est donc cette évolution de l'image de l'animal et montrer le caractère fluide et changeant de l'animal. Ici, ce qu'on peut commencer à voir et à toucher, on va le revoir tout au long de la présentation, mais c'est que l'animal évolue et particulièrement l'animal évolue avec nous. Nos imaginaires sont intimement liés, comme on va le voir. Donc, ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'il existe des disparités extrêmement importantes dans l'utilisation du terme ou du concept de l'animal entre son sens commun, son sens scientifique et son sens légale, entre autres. On pourrait trouver d'autres exemples. De façon générale, faire référence à l'animal, c'est faire une référence à l'intégralité du monde du vivant, qui est non végétal et non humain. Donc c'est une catégorie qui met ensemble tout de la baleine à la fourmi, mais surtout pas l'humain. Donc on voit qu'ici, plutôt qu'une définition qui serait neutre et universelle, cette définition, elle sert plutôt à un rôle social et politique, et ce rôle, c'est d'exclure sapiens. Et donc, alors d'affirmer cette frontière dont j'ai commencé à parler entre l'humain et l'animal. Une autre manière de le formuler, c'est donc cette citation de Jean-Gène Wimmer qui dit que l'animal est une catégorie abstraite rassemblant tous les êtres vivants sensibles, mais servant à en extraire les êtres humains. Le mot n'est pas tant désignateur que séparateur, et je pense que c'est très important de comprendre ça, le rôle de ce concept.
Donc, c'est cette approche que je défends fondamentalement dans mon travail. Ma volonté, c'est donc de rompre avec cette tradition qui tend à considérer l'animal comme une catégorie simple et non problématisée, et au contraire, chercher à reconnaître l'animal comme un concept qui est socialement construit et qui joue un rôle au sein de nos sociétés. Ce concept, il est le fruit de nombreux processus qui vont tous participer au sein d'une même société à la construction de la définition de l'animal. Donc évidemment, la connaissance scientifique joue un rôle extrêmement important dans cette élaboration, mais elle n'est pas seule. Il y a également un mélange de coutumes, de mythes, des éléments religieux, entre autres. On pourrait continuer la liste, mais ce sera un peu réverbatif. Et ce qui pose alors une question, si notre but c'est de comprendre l'animal, mais qu'on vient de dire l'animal est le fruit de tous ces processus, comment alors trouver une approche qui nous permet d'être suffisamment large pour pouvoir saisir l'immensité de la question et tous les intégrer au sein de nos efforts de compréhension? Eh bien, c'est pour ça, aujourd'hui, je vais présenter ma solution, qui est de mobiliser les imaginaires politiques. Et si vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qu'un imaginaire politique, pas de souci. Ma définition des imaginaires politiques, c'est que les imaginaires politiques sont une matrice à travers laquelle les acteurs interprètent le monde social. Grâce à des ensembles qui sont collectivement partagés, donc c'est-à-dire des séries d'images, mythes, coutumes, des éléments de langage, les acteurs interprètent leur quotidien et insufflent du sens dans leur pratique. Mais cette action n'est pas statique, il y a un deuxième aspect. Cette interprétation, elle donne également lieu à la production d'un surplus de signification, et c'est-à-dire qu'à travers leur action d'interprétation, les acteurs vont créer quelque chose de nouveau. Les imaginaires ont donc une nature double, tournée à la fois vers l'existant et le possible, ce qui permet donc alors d'imaginer le monde tel qu'il est, mais en même temps de penser le monde tel qu'il pourrait être, voire tel qu'il devrait être. L'heure aujourd'hui actuelle est un très bon moment pour questionner ces imaginaires et cette nature double, étant donné que le développement des biotechnologies, comme on l'a vu, vient à la fois bouleverser notre compréhension du monde tel qu'il est, en développant notre quantité de connaissances, donc notamment sur le monde de manière générale, mais à l'heure actuelle sur l'animal, tout en même temps, et on voit un bouleversement dans notre imaginaire du champ des possibles. De nouvelles questions sont posées, l'imaginaire de l'animal est ravivé, des débats qui étaient enterrés jusqu'à présent revoient le goût du jour, et donc c'est un moment particulièrement opportun pour questionner ces imaginaires. Les imaginaires nous permettent alors d'établir un framework, un système capable d'intégrer les multiples facettes de la production de l'animal. Et ça nous permet, entre autres, de mettre en lumière une espèce de fil rouge pour analyser la relation cyclique qui existe entre la production théorique et le contexte dans lequel elle voit le jour, la production de nouvelles techniques qui vont avoir lieu grâce à cette production théorique, et à leur tour, comment ces nouvelles techniques vont pouvoir produire de nouvelles théories et vont être réinterprétées. Alors, je viens de dire quelque chose d'un peu abstrait, donc je vais l'illustrer. Il se trouve que je vais illustrer grâce à l'Animal Machine. Je suis ravi que quelqu'un soit intervenu juste avant moi pour expliquer l'Animal Machine. Comme ça, au moins, tout est très clair. Donc, l'Animal Machine, c'est un exemple particulièrement intéressant puisqu'on parle d'une métaphore pour arriver à une réalité. Donc, ici, ce que je voudrais faire, c'est donc montrer comment les imaginaires politiques de l'animal permettent de mettre en lumière une continuité. Donc, c'est-à-dire de permettre d'établir une continuité entre la théorisation de l'animal-machine par Descartes, sa formulation, ses objectifs, mais aussi ses répercussions, donc notamment comme son influence sur la constitution du régime juridique de l'animal, et surtout comprendre le paradigme qui va découler de cette théorisation, donc notamment comment ce paradigme légal va donner un cadre qui, à terme, permettra la naissance de certaines techniques, comme par exemple, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais les vaches à hublot en France, et comment ces techniques elles-mêmes vont être réinterprétées. Ici, j'ai mis un exemple d'une réinterprétation culturelle, donc le film Okja, mais il y a d'autres réinterprétations. Et ici, c'est intéressant puisque, comme on l'a dit, les interprétations culturelles et la fiction donnent elles-mêmes lieu à son propre imaginaire.
Donc, pour dire tout ça autrement, ce framework nous permet de considérer comment on passe de l'animal-machine à l'animal et la machine, voire peut-être même dans le futur, on pourra intégrer la machine, pardon, animalisée, et comment est-ce que certains imaginaires de l'animal sont maintenant appliqués à la machine plutôt que le sens inverse. Voilà. Donc maintenant, comment est-ce que donc, maintenant qu'on a compris les imaginaires, comment est-ce qu'on les applique à l'animal à l'heure du transanimalisme? J'ai ici pris en compte plusieurs technologies, mais donc la question que je pose ici, c'est que révèle l'approche des imaginaires politiques de notre définition de l'animal et de l'articulation de la frontière homme-animal à l'heure du transanimalisme? Les exemples que j'ai pris ici, j'ai essayé de prendre un panel un peu large. Donc je parle donc de modifications génétiques de l'animal à des fins commerciales, comme par exemple les glowfish, vous voyez ici des poissons qui brillent dans le noir. Des modifications génétiques à des fins politico-scientifiques, donc les O'Rourke de Heck ici, qui rapidement sont le fruit d'efforts pendant la Seconde Guerre mondiale par des scientifiques nazis de recréer des espèces de vaches disparues, ou des modifications à des fins médicales comme la xénogreffe. J'aurais pu donner d'autres exemples, comme par exemple Gertrude aurait été un très bon exemple ici. Ces exemples, comme vous pouvez le voir, sont extrêmement variés, ils ne servent pas du tout les mêmes objectifs. Cependant, on trouve ici une caractéristique qui est commune, qui est que le non-humain est réifié, commodifié, donc c'est-à-dire qu'on le transforme en un objet, et il est mécanisé, pas tant forcément dans le sens où il devient mécanique, mais dans le sens où il est réduit symboliquement à une mécanique, c'est-à-dire un ensemble de parties qui sont modifiables et améliorables, qu'on peut enlever au désir. Ces modifications donc, génétiques de l'animal sont guidées par la recherche de l'intérêt humain, et les intérêts du non-humain sont alors rendus secondaires, voire inexistants, puisque ici, le non-humain est un objet, il ne dispose pas donc d'intérêt inhérent à défendre. Ces biotechnologies, elles montrent alors qu'elles sont guidées par un imaginaire qui est anthropocentrique, qui subordonne le vivant aux intérêts humains et fait de lui un subalterne. On pourrait alors qualifier cet imaginaire dominant de spéciste, c'est-à-dire qui établit une hiérarchie dans le vivant en plaçant l'humain à sa tête. On pourrait essayer d'aborder la question sous un angle différent pour voir si on trouve quelque chose de différent, en considérant d'autres biotechnologies, comme par exemple les biotechnologies qui ont attrait au clonage, donc le clonage d'espèces comme les loups par exemple, ou des technologies procréatrices d'espèces en voie de disparition, par exemple les pandas. Ces technologies nous paraissent davantage bénéfiques pour les animaux non humains, mais est-ce que c'est suffisant pour affirmer que ces technologies se placent en rupture avec l'anthropocentrisme? Ici, je vais défendre la position que non, étant donné qu'on observe que la maîtrise de ces biotechnologies n'est jamais vraiment déconnectée d'autres enjeux humains, entre autres militaires et policiers. Ici, je vous ai donné deux exemples, mais donc particulièrement le clonage que je mentionnais est déjà largement utilisé à des fins policières en Chine et en Corée du Sud. Voilà. Donc, afin de conclure, euh, dans une époque presque pré-transanimalisme, quand il s'agissait juste de parler d'expérimentation animale, Charles Magel disait que demander à ceux qui conduisent des expériences sur les animaux pourquoi ils le font, ils répondront parce qu'ils sont comme nous. Demander aux mêmes pourquoi il est moralement acceptable de conduire des expériences sur les animaux, ils répondront parce qu'ils ne sont pas comme nous. Donc, si on considère cette citation, donc, qui n'est pas suite du transhumanisme, elle nous apprend pourtant des choses extrêmement intéressantes. Cette relation donc, entre être comme nous et ne pas être comme nous, comment elle s'exprime maintenant à l'époque du transanimalisme, comment articuler cette distance qui sépare l'homme du monde animal à l'heure des xénogreffes. Est-ce que la xénogreffe n'est pas un très bon exemple de la proximité qui existe entre la matière humaine et animale? Et l'exemple des humains, des hybrides et des chimères humains cochons sont aussi des très bons exemples. Pour moi, le transanimalisme exprime une nouvelle fois ce paradoxe de la proximité entre l'homme et l'animal, donc en montrant bien à quel point nous sommes proches, tout en renforçant une fois de plus le fossé qui les sépare. Si le transanimalisme nous propose des possibilités de transformation, de faire de l'animal quelque chose de nouveau, on constate que d'un point de vue symbolique, les choses restent largement les mêmes.
notamment la xénogreffe et le fait de transformer les non-humains en fermes à organes, ça devient juste une expression, une nouvelle expression parmi tant d'autres de leur statut de subalterne et réaffirme toute la frontière qui nous sépare. Et donc, je vais finir maintenant. Le transanimalisme, ça permet de nouvelles expressions, mais d'imaginaires qui lui préexistent. Le transanimalisme en lui-même ne bouleverse pas ces imaginaires existants. Ainsi, donc, par exemple, dans un système comme le nôtre, avec un paradigme dominant capitaliste, le transanimaliste sera condamné à réduire les non-humains à leur capacité de production. Si le transanimalisme n'est pas challengé, il s'agira alors juste de continuité et non pas de rupture. Et c'est pour ça que je pense qu'il est particulièrement important de mettre l'accent sur la capacité des acteurs à imaginer des alternatives et imaginer comment se sortir de ces paradigmes. Je vous remercie de votre attention.